Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger avec vous pour cette émission Côte-Nord Attitude aujourd'hui. En studio, Tommy, Ça fait du bien de revenir. Ça fait plus d'une semaine qu'on t'a pas vu en studio. Ben oui, j'étais transformé en reporter terrain pour les 2 dernières émissions. T'as à peine eu le temps de goûter à nos nouveaux décors, nos nouveaux studios, cette île embellissement Nutrit de Côte-Nord qui sont installés depuis peu. Ça adoucit les Ça adoucit sous mes pieds, j'ai du gazon. Ben oui. Ce midi, encore plusieurs entrevues à vous offrir à notre émission d'actualité d'affaires publiques. D'abord, on va s'entretenir avec la mairesse de Port-Cartier. On peut aborder vraiment plusieurs sujets avec elle. Elle avait des attentes face au budget. Le budget Morneau déposé hier par le gouvernement au Parlement à Ottawa. Donc, entre autres, pour les forêts. Elle a encore des attentes d'ailleurs pour une négociation satisfaisante avec les Américains là pour protéger nos emplois liés notamment au bois d'œuvre à Port-Cartier. Elle réagit aussi là à la menace de grève chez ArcelorMittal. Elle sera avec nous en direct, Violaine Doyle, mairesse de Port-Cartier, dans quelques minutes sur nos ondes. J'ai enregistré un peu plus tôt ce matin avec le porte-parole du syndicat APTS. Ils ont fait des gains importants, eux autres aussi, sur la Côte-Nord. Oui. Tu sais qu'il y avait une campagne de maraudage c'est eux qui ont remporté. Là, toute la catégorie 4. Alors, tous les professionnels sont maintenant avec ce syndicat. On parlait notamment du dossier Optilab. On a une réaction de Sylvain Sirois qui a pas trouvé ça comique de voir de la publicité payée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, notamment dans le journal Le Nord-Côtier hier, là, pour défendre le projet Optilab. Par contre, le ministre nous l'a déjà dit, il croit que les syndicats font de la désinformation dans ce dossier-là. On en parle avec Sylvain Sirois, entrevue qu'on va vous proposer vers midi 28, midi 30 minutes sur nos ondes. Ensuite de ça, la députée Marilyn Gill devrait être avec nous, mais elle vient d'être appelée en chambre. Là. Il y a eu un appel juste avant l'émission, comme quoi qu'il fallait qu'elle aille voter, mais elle devrait être disponible pour quelques minutes à compter de midi 40. On va prendre bien sûr sa réaction sur le budget là, déposé hier à Ottawa. Je pense qu'elle est très déçue concernant la foresterie. Elle espérait aussi qu'on règle le problème du trou noir des travailleurs saisonniers. Il semble qu'il n'y a pas grand-chose d'annoncer là-dessus aussi. Alors on va avoir le point de vue de notre députée. Elle représente le Bloc québécois et elle nous représente la Côte-Nord au Parlement d'Ottawa. En fin d'émission, Tommy, on parle de sport étudiant. Ben oui, de sport étudiant et d'Autochtones, de communautés autochtones, les Inuits. On le sait. De plus en plus présents, Ça fait pas des années qu'ils participent à tout le réseau du sport étudiant sur la Côte-Nord. Exactement. Et là, dans ton temps, ils étaient pas là, les Inuits. Oui, on jouait contre eux, mais je sais pas à quel niveau ils pouvaient. Surtout, quoi. Non, badminton et volleyball, moi qui étaient mes 2 sports. Et bon, c'est des sports qui sont très importants dans les communautés autochtones ici, autant sur la base Côte-Nord qu'ici. C'est assez important à cette île aussi. Exactement, puis on a vu de belles figures là aux Jeux du Québec. C'est 2 jeunes Inuits là d'ici qui ont remporté les premières médailles là aux Jeux du Québec il y a quelques semaines à Alma. Donc on voit vraiment qu'ils sont capables de performer dans certains sports, mais je me posais aussi la question, est-ce qu'il y a des sports qu'on devrait intégrer là ici ou pousser un peu plus pour développer un peu le sport chez les Inuits. Donc ça sera tout ça qu'on parlera avec le Yannick Bouchard qui est enseignant à l'école Manikanetish en éducation physique. Voilà pour ce qu'on a à vous proposer dans les prochaines minutes à Côte-Nord Attitude. Mais avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, la mission Phosphate 2017 à Tampa Bay la semaine dernière a permis de mieux faire connaître le projet Mine Arnaud auprès des grands joueurs de l'industrie. Le gisement de cette île est peu connu parce qu'il était uniquement associé à Yara International, a constaté le représentant de développement économique cette île, Russell Tremblay. Ce dernier revient confiant de la conférence internationale Phosphate 2017. La délégation de cette île a visité une usine pilote
de transformation du phosphate en boulettes. Développement économique Sept-Îles s'est donné le mandat d'approfondir ses connaissances sur le marché de l'apatite. Cette industrie est en période de transition. Il y a plusieurs nouveaux projets qui sont en développement, mais Mines Arnaud présente plusieurs avantages, dont la pureté du gisement, la proximité également de la mine avec le port de Sept-Îles qui permet d'exporter n'importe où dans le monde. Les négociations sont rompues entre ArcelorMittal et le syndicat pour le renouvellement de la convention des employés de Fermont et Port-Cartier. Ce sont les métallos qui ont quitté la table de négo après 11 semaines de discussions qui n'ont pas permis d'aller plus loin que les clauses normatives. Selon le coordonnateur du syndicat des métallos, Nicolas Lapierre, les deux parties sont très loin de s'entendre. Les travailleurs votent concernant un mandat de grève lors d'une dizaine de réunions syndicales qui ont commencé hier soir. Les résultats seront connus vendredi. Le contrat de travailleurs des employés syndiqués d'ArcelorMittal aux installations minières de Fermont et à l'usine de bouletage de Port-Cartier est échu depuis le 28 février. La saison de pêche du crabe des neiges devrait commencer le 1er avril chez nous ici en Moyenne-Côte-Nord. Les pêcheurs ici, c'est la zone 16. Ils attendent toutefois toutes les confirmations, là, les dates et tout du plan de pêche qui sera émis bientôt par le ministère fédéral des pêches et des océans. Le peu de glace dans le Saint-Laurent va favoriser le début de la saison dès le 30 mars dans l'estuaire, c'est-à-dire la zone 17 qui regroupe des pêcheurs de Bécomo, de la Haute-Côte-Nord, de Rimouski, du Bas-Saint-Laurent également. Ce crabe se retrouvera dans toutes les poissonneries de la Côte-Nord peu de temps après la première cueillette. Le prix au débarquement fixé par le marché du Boston Seafood s'annonce intéressant cette année pour les pêcheurs et les usines de transformation de la Côte-Nord. Les pêcheurs de la zone 17 en Haute-Côte-Nord profiteront d'une hausse de 25% des captures de crabes autorisées ce printemps comparativement à l'an dernier. Par contre, le cycle de reproduction de l'espèce imposera des baisses de quotas pour la vaste zone 16 qui s'étend de Baie-Trinité à Natashquan. Le réseau de la santé et la ville de Sept-Îles devront trouver des solutions pour une circulation fluide et de l'espace de stationnement autour de l'hôpital. La responsable de la construction d'une nouvelle urgence, Nathalie Mainville, avoue qu'il s'agit d'un grand défi associé au futur chantier de 45 millions de dollars. La nouvelle urgence moderne sera construite de 2019 à 2021 derrière l'hôpital de Sept-Îles à la place du stationnement des employés. Elle offrira plus d'espace et des améliorations fonctionnelles importantes pour les services d'urgence et de cliniques externes. La directrice des services techniques du CI3S Côte-Nord, Nathalie Mainville, cherche des solutions autour de l'hôpital. Moi, j'ai déjà entrepris des démarches avec les gens de la ville de Sept-Îles pour voir qu'est-ce qu'il serait possible de faire aux alentours pour améliorer le stationnement. Je pense qu'on doit regarder à l'interne si on maximise l'utilisation de nos stationnements. Donc, il va falloir tout regarder ça puis avoir un projet aussi pour améliorer la circulation autour de l'hôpital. La Société québécoise des investissements du gouvernement a déjà les fonds pour planifier le chantier de la nouvelle urgence. L'hôpital de Sept-Îles est encore un bâtiment solide selon l'évaluation des spécialistes, mais il devient impossible d'agrandir de l'intérieur pour loger tous les services de santé. À surveiller, Tommy, cet après-midi, Tourisme Sept-Îles lance aujourd'hui une vidéo promotionnelle qui donne le goût de visiter la région, nous dit-on. Elle sera diffusée à partir de 16h. On pourra avoir le lien là sur le site Facebook de Tourisme Sept-Îles et sur YouTube. Le tournage s'est effectué l'été dernier par une firme spécialisée. La vidéo Sept-Îles à découvrir et à vivre met en lumière les principaux attraits touristiques grâce à de nombreuses vues panoramiques. Ça a été capté par un drone à plusieurs endroits. La campagne de promotion de Tourisme Sept-Îles cible les citoyens de certaines villes précises. Montréal, Gatineau, Charlevoix, Sherbrooke et Trois-Rivières. On cible également les gens qui ont un intérêt particulier pour le tourisme, le voyage, le plein air, le camping ou le sport. À surveiller à 16h. Eh oui. La 9e soirée casino de la Fondation de l'hôpital de Sept-Îles a permis d'amasser près de 50 000 $
$. L'événement de samedi sous la présidence d'honneur de la porte-parole de Ménarneau, Émilie Paquette, avait pour le thème le Moulin Rouge. L'édition est un franc succès pour le comité organisateur avec plus de 150 joueurs au blackjack, au poker et à la roulette. La Fondation poursuit sa campagne La Vague qui vise l'acquisition d'équipements performants pour l'hôpital de Sept-Îles. Ben voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On s'entretient avec la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Attitude. Il y a encore des meilleurs prix garantis chez Super C. Ça veut dire qu'égalise les prix de la concurrence sur tous les produits en première page de la circulaire Super C. C'est simple, on nous garantit qu'on aura le meilleur prix, même pas besoin de preuves. Jusqu'au 29 mars, le beefsteak d'Aloyau catégorie A format économique est à seulement 5,99 la livre. Et les cuisses de poulet frais avec dos format économique sont au super bas prix de 99 cents la livre. Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix, garanti. Pour les produits en première page de notre circulaire seulement, nous égalerons les prix annoncés dans les circulaires des concurrents identifiés. Conditions sur superc.ca. Nouvelle de dernière heure. Tous les horaires de vol des aéroports du pays sont complètement chamboulés. Les avions décolleraient à n'importe quelle heure, dans les mauvaises directions et atterriraient n'importe où. L'œuf McMuffin serait-il en cause? Maintenant que McDo offre sa sélection déjeuner toute la journée, même le temps perd la notion du temps. Des œufs fraîchement cassés? N'importe quand. Dans les restaurants McDonald's participants. Quoi? Un financement à 0% d'intérêt pour une auto, là, c'est-tu bon, ça? Ta mère et moi, on te finance à 0% depuis 24 ans. Trouves-tu que t'as fait une bonne affaire? Pas pire. Je dirais ça, moi aussi. C'est l'événement Un zéro qui vaut gros chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Profitez dès maintenant d'un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 72 mois sur la plupart des Jeep Cherokee 2017 et à partir de 0% jusqu'à 84 mois sur les modèles Dodge Grand Caravan 2017 sélectionnés. Sur approbation du crédit, détail chez vos concessionnaires. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon, Tommy, on va s'entretenir avec la mairesse de Port-Cartier. Elle est dans sa voiture. On fait l'appel à partir du cellulaire. Et puis, voilà, on devrait être bon pour l'entendre. Bonjour, Madame Doyle. On est bien installé, là? Tout est sécuritaire? Ça va, oui. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez encore votre chauffeur? Non. Je suis Bluetooth. toujours au bureau, là. Ah, vous êtes encore au bureau, d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Vous aviez le manteau sur le dos. Je pensais que vous m'aviez dit que vous étiez dans votre voiture. Non, j'étais à la porte. Mettez-vous confortablement. Parfait. Alors, je vous entends. Bon, Madame Doyle, on va parler de plusieurs sujets d'actualité, là. Peut-être d'abord la possibilité d'une grève chez Arcelor. Vous avez entendu comme tout le monde, là, semble-t-il, hier, le vote a commencé, puis l'ambiance était solidarité. Qu'est-ce que ça vous dit, la possibilité d'une grève, là? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé à Port-Cartier, une grève dans la principale entreprise, non? En fait, le dernier contrat datait c'était pour une période de 6 ans. Et il n'y avait pas eu de grève, mais on m'a dit que, par contre, au niveau du temps de négociation, on est dans les temps réguliers pour présenter les offres. Là. Ce que j'ai compris, c'est que les leaders syndicaux allaient chercher un mandat de la part de leurs commettants et vraiment, on espère que les négociations... En fait, ce qu'on me dit, c'est que les négociations ont été suspendues. Alors, on va espérer qu'en ayant un mandat clair des syndiqués, les négociateurs syndicaux vont pouvoir retourner à la table avec vraiment une vision de ce que les gens attendent. Et on espère vraiment que les négociations vont se terminer sur un accord. On l'espère sérieusement. Oui, donc vous avez l'impression que c'est de la stratégie, tout ça, finalement, là. Mais les conséquences, ça, dans le contexte économique actuel, là, de se retrouver en grève, une bonne partie de la population de Port-Cartier, les conséquences seraient importantes, hein, quand même. Oui, pour les commerces, tout ça, là. Pour Port-Cartier et pour d'autres villes aussi, parce qu'on sait que il y a à peu près 50% des gens qui habitent Port-Cartier là qui travaillent à ArcelorMittal à Port-Cartier, mais c'est clair que pour la région, ce serait vraiment un impact négatif. Alors, on espère vraiment
que les négociations vont donner des résultats. Là, ce qu'on comprend, c'est que les leaders syndicaux sont venus chercher, je vais appeler ça les grandes lignes, là, les priorités, ce qui est important pour eux de conserver, ce qu'ils peuvent laisser aller. C'est toujours ça, une négociation. Oui, c'est une stratégie, mais des deux côtés, il y a de la stratégie. Il faut entendre que c'est des deux côtés qu'il y a une stratégie. Alors, je pense que ça fait partie du processus et on espère que ça va mener à une entente. Oui. Madame Doyle, vous faites partie du comité forêt de l'Union des municipalités du Québec. Vous avez interpellé le premier ministre Justin Trudeau lui-même là dans une lettre et un communiqué qu'on a reçu cette semaine. Hier, il y a eu le budget du gouvernement fédéral. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement fait ce qu'il faut dans le dossier de la forêt là, parce que le changement de gouvernement, ça change un peu la donne quand même. Il faut négocier avec les Américains là dans ce dossier-là. Mais ce qu'on comprend, c'est que la caractéristique de ce budget-là, c'est prudence, continuité et innovation. Alors, peut-être en innovation, on trouvera de l'ouverture là pour permettre à l'industrie forestière, qui est une industrie innovante, là, malgré que c'est pas l'image qu'elle transmet, mais c'est vraiment ça, qui cherche donc des façons d'améliorer la façon dont on travaille de façon durable. Et on espère que dans cette portion innovation-là, le gouvernement fédéral sera accompagnateur. C'est ce qui est arrivé dans le cas à Côte-Nord. Hein. C'est vraiment dans son programme d'innovation que le fédéral a pu être un aidant, un supporter de la mise en place de l'usine de biocarburant. Ceci étant dit, peut-être que c'était pas la bonne place dans le budget pour passer un message de support à l'industrie forestière, mais ce qu'on sait, parce que la députée Gill avait interpellé le ministre Carr juste quelques jours avant le dépôt du budget, et il a dit qu'il s'en occupait. C'est ce qu'on a compris en gros, là, il s'occupait de cette situation-là, qui en était très conscient. Et on espère que le message du Québec, surtout, va être bien entendu. Il faut comprendre que l'industrie forestière au Canada est très différente selon qu'on se trouve au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, ou bien au Québec ou en Ontario. Alors, c'est vraiment la spécificité du régime forestier québécois qui doit être reconnue, défendue. Mais en même temps, on peut comprendre qu'il n'y a pas de signe. Oui, il y a des signes, mais il n'y a pas rien qui nous dit que cette taxe-là n'est pas encore en fonction. M. Trump l'annonce, mais il n'y a rien de concret. Alors, j'imagine que le gouvernement a travaillé en attente, et c'est ce qu'on voit là, en attente de différentes décisions qui pourraient être prises par l'administration des États-Unis. Oui, parce qu'on parle peut-être entre 400 et 500 emplois directs et indirects là, avec la forêt pour Port-Cartier. C'est quand même un dossier important. Est-ce que vous êtes confiante à ce moment-ci là que ces emplois-là, on va les garder, même éventuellement en ajouter, si possible? Mais en fait, les signaux sont bons. Ça sera difficile pour l'industrie forestière de façon générale, mais c'est très clair que les gouvernements ont annoncé qu'ils aideraient l'industrie forestière. Et je pense que ce qui est bon pour la Côte-Nord, c'est que la Côte-Nord a déjà fait le travail de par exemple, consolider toute l'industrie du sciage. On sait que ça s'est fait dans les années 2010. Ça a été difficile. Il y a des petites localités ici, entre autres, Pentecôte et Trinité. Et il y en a eu aussi dans la Haute-Côte-Nord là, qui ont été fermées. Donc, l'industrie du sciage s'est consolidée. Donc, cette étape-là est faite. Ce qui veut dire que l'industrie est quand même mieux préparée à cette guerre qu'elle l'était dans la 4e là, pour passer au travers. L'autre élément qui reste à vérifier, c'est comment les gouvernements vont aider. Est-ce qu'ils vont passer par l'innovation, supporter des industries innovantes? Dans notre cas ici, Arbec est tout à fait dans cette lignée-là. Ils ont des projets de récupérer, d'utiliser les résidus. Donc, j'entendais technologie propre, donc remplacer les carburants fossiles par des carburants qui sont plus propres, là, qui sont reconnus comme étant plus propres. Alors,
c'est ce qu'on va voir, mais vous savez, il y a très peu de précision. Il y a de grands alignements, des super grappes. On ne sait pas jusqu'à quel point ça pourrait toucher l'industrie forestière, mais c'est possible aussi. Est-ce qu'on fera un complexe intégré pour être sûr qu'on récupère tout ce que la forêt peut nous offrir? Tout ça, ça fera partie des peut-être. Oui. Madame Doyle, il y a un autre dossier important pour Port-Cartier qui dépend de nos gouvernements supérieurs. Là, le milieu économique, d'ailleurs, la Chambre de commerce et développement économique Port-Cartier ont pris clairement position cette semaine, ont adressé leur doléance au ministre responsable du budget du gouvernement du Québec concernant le quai municipal à Port-Cartier. Finalement, tout le monde rame dans le même sens. Hein? Vous teniez exactement le même discours la dernière fois qu'on s'est vu à la base plein air Les Goélands là, avec la Fondation Santé Lady Héra. Le quai municipal, avez-vous encore espoir que dans le budget, là, dans quelques jours, Québec va réserver des sous? On espère. Est-ce qu'on est confiant? On va dire qu'on est confiant, mais en même temps, on espère. On est plus dans l'expectative. On espère que ce sera bien compris. On comprenait aussi par la réaction de M. Moreau, entre autres, que le gouvernement provincial était un peu déçu de ce budget fédéral-là, qui est un budget de prudence. Par contre, si on regarde le premier pilier ou le premier thème du budget, c'est infrastructure. Donc, le budget d'infrastructure continuera à se dépenser. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles sommes, mais il y avait des sommes extrêmement importantes en 2016. Alors, on nous dit là-dessus aussi qu'il y a entre 50 et 75% des budgets qui ont déjà été alloués. Il en reste quand même entre 25 et 50%. Donc, on espère qu'il y aura une somme pour nous. On sait que les sommes qui sont demandées pour le quai de Port-Cartier ne sont pas des sommes extrêmement importantes, mais elles sont cruciales pour nous. Elles sont vitales pour l'économie. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, on attendra les décisions du budget provincial et on fera le suivi de tout ça, là. Oui, en tout cas, Monsieur Bernard Gauthier, le commissaire industriel, et Michel Gignac, hier, nous ont bien expliqué l'importance du quai, là, si on veut éventuellement. Il y en a d'autres, des projets, d'ailleurs, qu'on nous a dit à développement économique Port-Cartier, là, puis on a vraiment besoin de mettre à niveau le quai municipal à Port-Cartier. D'autres dossiers, Madame Doyle, il y avait une rencontre de la MRC Sept-Rivières cette semaine. Apparemment qu'on a créé un fonds, là, ça serait pour le développement régional. Comment ça peut servir à Port-Cartier, ces fonds-là? En fait, on l'a pas créé, on l'a renfloué. On a renfloué le fonds qui s'appelle Soutien à l'entrepreneuriat. C'est quoi, 250 000? C'est ça, il y avait un surplus d'accumulé là qu'on a versé. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans l'année 2016, à Port-Cartier, il y a eu vraiment plusieurs dossiers qui ont été, plusieurs commerçants, plusieurs entreprises qui ont été supportés par la MRC avec ces fonds-là. En fait, il y a 3 fonds que la MRC administre. Alors, il y a des entreprises de Port-Cartier, il y en a plusieurs qui ont été supportées par la MRC et les fonds les budgets étaient dépensés. Alors, on a renfloué ce programme-là, en particulier soutien à l'entrepreneuriat. Donc, vous comprenez bien le titre de ça. Donc, c'est pour soutenir l'entreprise privée. Et je peux vous dire que... Ça, c'est pas de l'argent qui vient des taxes des contribuables de cette île Port-Cartier, ça, là? Ben, en fait, il y en a en partie quand même, hein, parce que chacune des 2 villes participe supporte la vie de la MRC, l'opération de la MRC, mais il y en a beaucoup aussi qui provient du gouvernement provincial. Donc, c'était des surplus accumulés de l'année 2015 là, qui étaient disponibles. Donc, on a utilisé ça pour renflouer un programme. Donc, c'est pas un nouveau fonds, mais c'est un fonds qui devient disponible pour les entrepreneurs qui vont avoir besoin d'aide. Et je peux vous confirmer qu'à Port-Cartier, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont bénéficié en 2016 de ce fonds-là et ça a permis de consolider des emplois. Ça a permis également à des entreprises qui avaient une longue vie derrière eux de continuer à se développer puis de passer la mauvaise période de 2016. Je suis sûr que la mairesse de Port-Cartier surveille tout ce qui se passe là dans l'actualité, du côté de Sept-Îles également, surtout quand on parle d'actualité économique. Vous avez vu la création d'un collectif la semaine dernière là à Sept-Îles, 7 organismes pour agir pour l'avenir de Sept-Îles. Finalement, on veut créer, entre autres, on demande un fonds de 25 millions au gouvernement du Québec justement pour les urgences économiques. Vous auriez pas aimé être invité, que ce soit un collectif pour Sept-Rivières, agir pour l'action
réaction? En fait, j'ai pas de commentaire particulier là-dessus, sinon de dire que ces gens-là ont agi en fonction de ce qui se passait à cette île. On comprend bien qu'il y a eu une fermeture d'entreprise qui a fait mal, là, pour pas, on les nommerait pas, mais c'est une entreprise qui était là depuis longtemps et qui a disons, eu un effet très négatif dans le monde industriel de cette île. Ouais. Mais là-dessus, je préférais ne pas faire de commentaires puisque ça regarde vraiment cette île là-dedans. Oui, c'est sûr que c'est une réaction à la fermeture de Trinor, mais quand même la réalité est très comparable, cette île Pont-Cartier, là. Quand le prix du fer baisse à des niveaux inquiétants ou que les perspectives d'avenir sont pas intéressantes du côté du prix du fer, on y goûte pas mal là, dans la région. On perd notre monde, l'exode, tout ça. C'est pas mal la même réalité, cette rivière, quand même, non? Non. Je vous dirais qu'il y a des différences importantes. Actuellement, c'est pas le prix du fer, certainement, qui cause la difficulté économique qui est là. Le prix du fer, c'est beaucoup apprécié. Ben, dans notre cas, à Port-Cartier, il y a la négociation de convention collective. On les oublie on l'oublie cet effet-là parce que c'est aux 5 ans, aux 6 ans des fois. Donc, il y a un effet toujours un effet sur l'activité économique. Les gens sont prudents, ne dépensent pas, consomment moins et c'est très normal. Ils sont un peu inquiets. On est tous un peu inquiets. Donc, ça, on a revu ça aux 5 ans, aux 6 ans. Ça, c'est un facteur qui est souvent négligé. Mais je vous dirais que la ville de Port-Cartier a ses réalités particulières, entre autres le fait que sur les 1100 emplois de ArcelorMittal, il y a quand même que la moitié des gens qui habitent Port-Cartier. Donc, les gens viennent d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on redit sur plusieurs tribunes. On a vraiment des défis particuliers à ce niveau-là, ce qui est pas le cas de cette île, c'est d'autres réalités, d'autres difficultés. Mais on a toujours, dans le cas de cette île, l'aluminium qui est à 1100 emplois aussi, mais où les emplois sont vraiment des emplois qui sont à cette île. Il y en a une partie à Port-Cartier, à peu près 10%. Donc, c'est des réalités différentes. Je vous dirais que nous, on a vécu 2016 avec beaucoup de difficultés après l'annonce de l'abandon du projet Ferro. On se relève tranquillement de ça, mais la blessure est encore toute là. Ben, c'est vrai, vous avez raison. Je trouve qu'il y a des bonnes différences là-bas. Vous avez des bons arguments. Ouais, c'est ça. Ben, Madame Violaine Doyle, on va se souhaiter un bon printemps à toute la population de Port-Cartier également, puis on va se souhaiter des fonds pour le quai municipal là, lors du budget du gouvernement du Québec mercredi prochain. Probablement qu'on le saura pas, hein. Dans le budget, ça va être à quelque part, si des fois il y a de l'argent pour le quai, on le saura pas tout de suite avec le budget, hein. Mais c'est possible aussi, s'il y a des montants spécifiques qui sont précisés, par exemple, à l'intérieur de la stratégie maritime ou autrement. Au dernier budget, on savait très bien, par exemple, que le gouvernement avait réservé un montant de 15 millions pour faire un convoyeur pour amener le matériel du port de Cliff au port de Cécile. Oui, il peut y avoir des spécificités comme ça à l'intérieur du budget. Dans le fond, c'est ce qu'on attend, là. On attend quelque chose un signal positif comme celui-là. On l'espère sérieusement. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le gouvernement reconnaît que le port de Port-Cartier est un élément majeur de développement économique, qu'on a tout ce qu'il faut en industriel ou des industriels à proximité et des industries potentielles. Donc là-dessus, j'ai au moins cette assurance-là là, qu'on reconnaît la valeur économique du quai de Port-Cartier et l'importance pour Port-Cartier et pour attirer également des développeurs. Alors ça, cette portion-là est faite. Il reste maintenant à voir comment ça va se concrétiser en termes d'engagement financier. Exact. Ben bon printemps, Madame Violaine Doyle, mairesse de Port-Cartier. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Les séries éliminatoires de la LNH arrivent à grands pas. Pour tout savoir sur le Canadien et les équipes qui se disputeront la Coupe Stanley, rendez-vous sur absolumentfan.com et écoutez les capsules Absolument Fan diffusées sur nos ondes en fin de journée. Vous serez les premiers informés avec absolumentfan.com. Côte-Nord. Attitude.
Pure FM 94. L'affrontement entre les syndicats et le ministre Barrette dans le dossier Optilab prend de l'ampleur. On a même de la publicité dans les journaux. Hier, on a pu voir ça. Entre autres, une pleine page dans le journal Le Nord-Côtier à Sept-Îles-Port-Cartier. Une campagne publicitaire contre le projet Optilab. On aura la réaction du porte-parole du syndicat APTS, Sylvain Sirois. Bonjour, Monsieur Sirois. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Sirois, peut-être de rappeler là, qu'on vient de vivre une période de maraudage dans le réseau de la santé. Votre syndicat, l'APTS, qui représente les professionnels du réseau, là, vous avez survécu à ça sur la Côte-Nord. Vous avez encore beaucoup de membres suite à la campagne de maraudage, là? En fait, Monsieur Saint-Pierre, on a même grossi suite à la période de maraudage. Notre syndicat, l'APTS, a remporté la catégorie 4, qui est la catégorie des techniciens et des professionnels. Alors, on avait 110, je vous dirais, techniciens professionnels sur la Côte-Nord, et maintenant, à partir du 1er avril, nous serons à 875. 875 pour la Côte-Nord? Pour la Côte-Nord. Alors, la PTS représentera tous les personnes techniciennes et professionnelles de la santé et des services sociaux, donc dans les anciens C3S, dans les centres jeunesse, le CPRCN, et puis l'hôpital aussi, le C3S, là, à Blanc-Sablon. Bon, ça fait qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages, beaucoup de déplacements sur la Côte-Nord pour Sylvain Sirois. Vous en avez fait d'ailleurs cette semaine. Il y avait 2 activités, du côté de Port-Cartier. Hier, c'était du côté de Sept-Îles, sur l'heure du midi. C'est un peu symbolique, On érigeait un mur pour dire à M. Barrette qu'il va frapper un mur dans le dossier Optilab. Effectivement, si M. Barrette continue avec son entêtement de vouloir transférer les technologistes médicales, je vous dirais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il va frapper un mur parce que nous sommes là et tous nos membres là, sont contre ce projet-là, et pour nous, il doit absolument arrêter cette date fatidique là, du 1er avril. Oui, c'est un dossier qui est très médiatisé sur la Côte-Nord, Optilab, avec la CSN et d'autres organisations également. On sent qu'on a l'appui de la population de plus en plus, comme à Port-Cartier, là, avant hier, ou en tout cas cette semaine, quand on a fait une activité. Les gens prenaient le temps de klaxonner, d'arrêter. C'était peut-être le cas à Sept-Îles hier midi aussi, là. Effectivement, c'est dans le cas, et à Port-Cartier, à Sept-Îles, je vous dirais aussi, le mur s'est construit à Bécomo, aux Escoumets, à tous les endroits. La population s'est jointe et a klaxonné lorsqu'il il passait devant le mur. Alors, nous sentons la pluie, et je vous dirais que j'ai regardé aussi la publicité que le 6 de la Côte-Nord a payé. Moi, je crois que c'est des dépenses qui étaient vraiment inutiles, puis je vous dirais qu'il manquerait peut-être même une page à leur publicité, parce qu'il y a d'autres points qui sont importants de savoir qu'ils n'ont pas écrit, là. Notamment, là, il est important de savoir que les 2 députés sont contre, que les 8 municipalités de la Côte-Nord sont contre, toutes les MRC sont contre, et les syndicats. Alors, je comprends pas pourquoi que la direction du CIS et le conseil d'administration fait encore l'autruche dans ce dossier-là. Là. On est dans une période d'austérité. Il faut réduire des millions de dollars dans le budget du CIS Côte-Nord. C'est un peu ce qui vous a choqué, le contexte aussi, là, la dépense de publicité dans les journaux? Oui, effectivement, ça m'a choqué. J'étais même outré là, de voir qu'il dépensait de l'argent qui, à partir du 1er avril, si ça a toujours lieu, tout le budget là, des laboratoires va être transféré au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, là, ce qui arrive, là, c'est que là, on est en train de rénover comme une maison, là, pour vous dire quelque chose. En plan, là, on y va dans l'aveugle. On est vraiment dans le noir. On n'a rien planifié, mais on le fait pareil. On rénove pareil. Puis non seulement on rénove, puis tout va être transféré au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on se paye une publicité pour que ça soit transféré au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, j'y comprends rien. Là. Sylvain Sirois, le ministre, lui, de son côté, il se gêne pas. Là, il est venu à Sept-Îles annoncer l'urgence inaugurée de Gustave Gauvreau tout récemment. Il a répondu à nos questions sur Optilab. Pour lui, ce que vous faites, les syndicats, c'est carrément de la désinformation. Moi, je répondrai au ministre, et j'ai répondu au ministre. J'étais présent lorsqu'il est passé à Sept-Îles là, le 9 mars dernier, là, que c'est pas nous là qui faisons de la désinformation, mais plutôt eux, c'est-à-dire lui et le conseil d'administration. Vous savez, les prélèvements, là, il disait là, qu'il y en avait déjà qui voyageaient, là, mais c'est les prélèvements spécialisés, là, au même titre que nos patients ici, notre population sur la Côte-Nord doit, pour des traitements spécialisés, soit aller à Québec ou aller à Rimouski, si entre autres là, pour la radio-oncologie. Alors, c'est la même chose pour les prélèvements. Mais les prélèvements, là, il va en avoir de plus en plus des prélèvements qui vont voyager, et les délais d'attente à la population pour avoir des résultats, là, c'est là qu'il va avoir un impact, et c'est ça qu'on dénonce. Il y a quelque chose que je comprends
pas, là, quand je mets en parallèle vos deux discours. Barrette répète qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, qu'il n'y a pas d'impact pour la Côte-Nord avec le projet Optilab. Et là, toi, tu me parles d'augmentation de 70%. On fera pas ça avec le même personnel sur la Côte-Nord, puis au Saguenay, là, si on transfère 70%, si on met sur la route 70% plus d'échantillons. Effectivement, et M. Barrette, c'est drôle parce qu'il était à Sept-Îles. S'il s'était peut-être un petit peu renseigné au niveau de Sept-Îles, là, on a eu 4 départs à la retraite dernièrement. Ces 4 départs-là à la retraite n'ont pas été remplacés jusqu'à maintenant. Alors, vous savez, les technologistes médicales qui sont en place, là, c'est une surcharge de travail. Et ce qui arrive présentement, c'est que, étant donné la surcharge de travail, ben, il y a du temps supplémentaire qui est offert et qui se fait, là, je vous dirais, l'augmentation du taux est vraiment phénoménale. Et on le sait, là, qu'on est dans un déficit, là, mais on favorise le temps supplémentaire parce qu'on ne veut pas afficher des postes. Oui. Alors, on n'y comprend rien, là, au niveau de la PTS. Votre syndicat fait des petits calculs rapides. La distance entre l'hôpital de Sept-Îles et le futur méga centre Optilab à Saguenay, c'est environ, c'est 543 kilomètres. On se pose la question, comment on peut fonctionner de façon aussi sécuritaire en mettant autant d'échantillons sur les routes, finalement? Effectivement, il n'y a encore aucun système de traçabilité qui est fait au niveau des transports. Alors, les échantillons prendraient la route dans un camion au même titre que tout colis. On sait qu'il est arrivé des accidents et des incidents au niveau des transports. Hein. On va se souvenir qu'il y a une boîte de poissons frais là, qui est arrivée à Rimouski, puis c'était supposé être des échantillons. Là. Alors nous, ça nous inquiète de mettre de plus en plus d'échantillons sur la route, en sachant très bien que l'étude au niveau des devis n'a pas été faite, que au niveau de la sécurité, c'est pas encore optimal. Alors nous, on s'inquiète beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres priorités, votre syndicat? Il n'y a pas juste Optilab dans la vie, j'imagine. Là, à Sept-Îles, par exemple, on est en grande transformation. On a inauguré la nouvelle section de Gustave Gauvreau. On se lance dans la planification des travaux à l'urgence. Il y a aussi toute la question de la pénurie de la main-d'œuvre qui surcharge les gens en poste dans certaines sections de notre réseau de la santé. Là. Effectivement, d'autres enjeux au niveau de la PTS. Vous savez, il y a eu quand même des belles annonces là, si on regarde là, au niveau de l'investissement qui va se faire en CHSLD et la création de certains postes. Mais ce qui arrive, c'est que la création ne se fait pas au niveau des professionnels. Et on a besoin, là, vous savez, pour la détresse psychologique de nos gens, on a besoin de psychologues, on a besoin aussi des travailleurs sociaux, on a besoin des physios, de l'ergothérapie, nous avons besoin d'éducatrices spécialisées. Ce sont eux les éducatrices qui regardent là avec les clientèles, avec nos personnes âgées pour des activités, tout ça. Il y a aussi les techniciens de loisirs. Alors, il n'y a pas juste des infirmières et des médecins dans un hôpital ou dans le milieu de la santé. Il va falloir que notre gouvernement, que notre administration regarde là, tous les enjeux et que le continuum de soins soit optimal. Là. Alors, c'est quelques-uns de nos enjeux là, au niveau de la PTS. Après la séance de maraudage, Sylvain Sirois, est-ce que vous avez l'impression que ça améliore quand même les relations avec l'employeur pour la Côte-Nord? C'est sûr que publiquement, comme ça, là, on parle d'Optilab, on a de l'air fâché de part et d'autre, mais on est capable de régler des affaires quand même. Là, on va l'être de plus en plus avec la nouvelle structure où on a un peu moins de syndicats avec qui jaser du côté des autorités du 6 Côte-Nord. Là. Ben effectivement, c'est ce qu'on souhaite suite à je vous dirais la réorganisation en 6 Côte-Nord. On vit beaucoup de périodes de changement et au niveau des équipes de direction, il y a beaucoup de changements. Alors, c'est très difficile au niveau des suivis de dossiers, au niveau des ressources humaines notamment. Puis là, on a appris dernièrement que Mme Roussin ne faisait plus partie de l'équipe. Ça vient chambouler ça aussi, nos rapports. Fait que nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avancer dans nos dossiers. Je vous dirais, regarder là au niveau de la surcharge de travail de tous nos professionnels et des techniciens et trouver des solutions concrètes là, pour améliorer la situation. Oui, ben beaucoup de plaintes sur la planche. Hein. Là, les accréditations syndicales, c'est réglé pour quelques années d'avance. Ça fait qu'on sait qui on représente, puis on va se donner une stratégie puis une démarche pour les nouveaux membres et leurs dossiers aussi, j'imagine, au cours des prochaines semaines. Effectivement, M. Saint-Pierre, c'est ce qu'on va entreprendre au sein de la PTS. Là, nous allons faire une tournée là, de tous les établissements pour voir nos membres et nos nouveaux membres. Et puis, on va entamer la période de négociation locale là, pour notre convention collective locale au niveau de la PTS. Eh bien, Sylvain Sirois, je rappelle que tu es porte-parole de ce syndicat, la PTS, pour l'ensemble du réseau de la santé de la Côte-Nord. Un gros merci pour cette entrevue radio et puis merci d'avoir pris le temps en un jour de vacances de nous parler aujourd'hui.
aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir, M. Saint-Pierre. Attitude. Chaque citoyen a droit aux mêmes informations sur la santé, le budget, l'état des routes ou tout autre service gouvernemental. Il est d'une importance capitale que le gouvernement utilise tous les moyens possibles pour rejoindre l'ensemble de la population, à commencer par la radio régionale. De Montréal à Fermont, l'information doit être la même pour tous. Le gouvernement a le devoir d'atteindre chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous choisissons de nous informer. Un message de l'Association des radios régionales francophones et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Pour McCafé, rien ne rime si bien que véritable, délectable, nouvelle danoise aux pommes et à l'érable et un latte. Ça rime pas, mais c'est vraiment bon ensemble. McCafé, le café autrement. Dans les McDonald's participants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy Auger, t'as suivi le budget comme tout le monde hier, le budget fédéral. Au moins, on regarde les grandes lignes dans les journaux ce matin. Les réactions aussi. On va voir celle de notre députée fédérale, Marilyn Gill, dans quelques instants. Toi, t'en retiens plus du positif ou du négatif, le budget Morneau? Ben, je pense que ça a déçu beaucoup d'attentes. On pense aux coupures dans les transports en commun, rien pour l'assurance emploi. On garde les infrastructures, mais on donne pas beaucoup de détails. Des fois, c'est ça, quand on donne pas trop. C'est ça. C'est très vague. Vont venir, on sait pas si on doit se réjouir ou pas, mais je pense que la mieux placée présentement, c'est notre députée qui est à Ottawa, donc elle est mieux placée pour nous. Marilyn Gill, bonjour. Bonjour. Toi, tu retiens quoi du budget d'hier, là? T'étais très proche physiquement. Vous avez reçu plein de documents à l'avance, j'imagine. Ben non, on n'a même pas reçu de documents à l'avance. En fait, il y a même eu beaucoup de chahuts à la Chambre des communes hier. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Donc, entre autres, les députés libéraux ont reçu le budget avant l'opposition. Donc, évidemment, ça a prêté à plusieurs manifestations de colère, dirais-je, même si c'est dans le domaine de la procédure que c'était passé. Mais je sens beaucoup de déception, hein. Je regarde sur ton site Facebook, là, entre autres, rien pour le trou noir. C'est très vague pour la forêt également. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est ce qui arrive. Je peux le regarder de deux façons. De façon générale pour le Québec, par exemple, ou pour le Canada, mais ensuite, de façon plus particulière pour les régions. Mais c'est clair, la première chose qu'on a vue, c'est qu'il n'y a rien pour les régions. Toutes les demandes sont absentes. Donc, la question, oui, de l'assurance-emploi, évidemment. Puis, ce qui nous fâche, entre autres, pour l'assurance-emploi, c'est le 30 millions aussi que le gouvernement a décidé d'octroyer à l'Ouest canadien, encore une fois à l'Alberta, pour l'aider à se relever des difficultés économiques connues en raison du cycle du pétrole, des produits gaziers aussi. Mais on sait très bien que nous, par exemple, dans le domaine minier, on plafonne pas toujours avec le fer, par exemple. Ce qui fait que pour nous, c'est décevant. L'assurance-emploi, on augmente les cotisations, par contre. Ça, c'est une surprise. Donc, on se dit, c'est bien, on augmente les cotisations, on va avoir un plus grand fonds. Mais en même temps, l'accès est pas facilité. Donc, on a plus d'accès à l'assurance-emploi. Ensuite de ça, il n'y a pas de programme du tout, même pas un projet pilote pour le trou noir. Puis c'est quelque chose, on le répète, mais c'est ça, c'est quelque chose qui est là pour durer. L'industrie de la pêche, mais ça se passe pas en hiver. Donc, c'est certain que pour la question de l'assurance-emploi, vous avez également évoqué la forêt. Nous, on avait fait vraiment beaucoup de demandes, même dernièrement, je pense avant-hier, j'étais avec les gens d'Uniforêt de partout au Québec, dont M. Gagné, le directeur régional au Québec. Et puis, on s'attendait à avoir un petit quelque chose. Même quand on questionnait le ministre Carr la dernière fois, je crois que c'est M. Mardi, qui nous dit, inquiétez-vous pas, on va faire quelque chose, mais finalement, on n'a rien dans le budget. Ça aurait été matière à budget. Il n'y a pas grande surprise. En avril, les taux compensatoires vont commencer. Donc, on va déjà avoir des difficultés. Donc, même pour l'assurance-emploi, on aurait aimé qu'il y ait un programme aussi pour les travailleurs forestiers. Je prenais l'entrevue à LCN ce matin de votre nouvelle chef, Martine Ouellette. Là, elle, ce qu'elle a surtout retenu, c'est qu'on a un gros déficit on se dirige vers un grand déficit du côté libéral, puis que le Québec est perdant aussi, là, qu'on semble payer plus, fournir plus au gouvernement fédéral qui en revient dans nos poches. Oui, c'est toujours la même chose qui en revient dans nos poches. Puis quand il en revient dans nos poches, mais c'est avec des conditions. Puis, je pense que c'est ce que Mme Ouellette dénonçait entre autres, je pense, pour le Québec. Mais souvent, on est chanceux d'être cité comme modèle. Ça arrive souvent à Ottawa. On dit, le Québec est un modèle pour telle raison. Par exemple, les garderies. Donc, là, on parle de services de garde, mais nous, on l'a déjà fait. Donc, on n'est plus là. On va aller plus loin, on va faire autre chose.
On nous parle, par exemple, de la formation de la main-d'œuvre que Mme Ouellette a soulevé. Donc, formation de la main-d'œuvre, on avait déjà une entente au Québec. Donc, l'entente est caduque. Maintenant, on parle de nouvelles sommes, de nouvelles façons de fonctionner. Mais encore là, c'est une compétence du Québec. Donc, oui, on est déjà exemplaire, mais là, on vient changer une entente, finalement, qui a été entendue, oui, c'est en 2014. Donc, ça fait à peine 2 ans. Donc, qui a été conclu en 2014. Et c'est certain qu'on vient jouer dans les compétences, que ce soit l'éducation aussi. Moi, je vois pas d'argent pour le réseau Internet haute vitesse. On accorde très peu. On nous annonce qu'on nous avait déjà annoncé l'année dernière. On espère qu'il va y avoir un peu plus que ça. Mais en même temps, on nous dit, mais là, il faut vraiment être à l'ère Internet. Il faut faire du commerce électronique. Bon, on n'a pas de réseau Internet partout à haute vitesse. C'est un peu difficile. Puis en même temps, on dit qu'on va apprendre le codage aux enfants. Ça, on est vraiment dans le cursus scolaire du Québec. Des autres provinces aussi, mais bon, ça fonctionne pas de la même façon. Donc, dans le cursus scolaire, ça veut dire quoi? Cet automne, il faut que les enseignants soient aptes à inculquer aux étudiants une méthode pour faire du codage informatique. Donc, on a des espèces comment dire, je cherche le thème exact, mais de bizarreries, si vous voulez, qui d'une part sont des compétences du Québec, puis en même temps, qui sont peut-être pas en phase avec ce qu'on veut, parce que, par exemple, quand on parle en matière de transport, on veut parler d'infrastructures, comme vous avez vu, il y a pratiquement rien pour les infrastructures. Il n'y a pas rien de concret, du moins. Non, on nous parle, par exemple, de 2 milliards sur peut-être 11 ans pour... entre autres, peut-être pour des routes. Hey, c'est peut-être la route 138, ça. C'est là qu'on va prendre l'argent, là. C'est ça que ça va coûter 2 milliards pour finir la route 138. On va prolonger la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon avec ça. Voyons donc, c'est plein d'espoir, ce budget-là. Non, mais c'est ce qui arrive souvent quand on voit des budgets. Bon, il y a des chiffres, les chiffres apparaissent impressionnants, mais c'est ça, quand on les ventile sur 11 ans, puis sur l'ensemble du territoire canadien, je pense à l'entente dans la santé, là, il y avait eu un high five avec la ministre Philpott, comme quoi ils s'est entendu avec M. Barrette, mais en fait, ils sont entendus pour 60 millions. Ils nous donnent aussi des consignes par rapport à la façon dont le dépenser. Je pense qu'on est capable de le gérer, pour ce dont on a besoin. Madame 60 millions, c'est pas une journée complète dans la vie du système de santé au Québec. Donc, Madame Gill, très peu. Je veux vous entendre sur le 3,4 milliards supplémentaires pour les communautés autochtones de partout au Canada. On en a plusieurs ici dans la région. J'aimerais vous entendre sur ce surplus d'argent qui sera donné. C'est pratiquement pour s'excuser des années difficiles, mais est-ce que c'est toujours une question d'argent dans les négociations ou dans les relations entre les gouvernements et les peuples autochtones? Oui, il y a de l'argent qui est annoncé. Ce qu'on remarque dans le budget, je suis en train justement d'évaluer toutes les mesures parce qu'il semblait y avoir de nombreuses mesures pour les communautés autochtones. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas de l'argent neuf non plus. Donc, c'est peut-être pour ça que le budget n'a pas tant frappé les imaginaires. C'est qu'on change l'argent de boîte. On le change d'une case à une autre. Ce qui fait qu'on a l'impression parfois que c'est neuf, mais c'est dans un autre budget. On l'a changé. Je pourrais vous donner un exemple que je suis en train justement de faire des vérifications à ce sujet-là. On nous parle d'un programme d'études, un programme pour les étudiants de niveau post-secondaire pour aider les Autochtones. Puis là, ce dont on nous parle, c'est un programme d'études étudiants. Donc, ce dont ça a l'air, c'est un programme général pour les étudiants dans lequel on investit de l'argent. Et en disant on investit de l'argent, mais il y a un risque de plus que les Autochtones qui obtiennent de l'aide financière. Donc, pour moi, c'est pas de l'argent qui est dédié aux Autochtones. Ça peut augmenter le fonds. Autre exemple, il y a le programme Inspire. J'ai vu quelques étudiants autochtones l'année dernière à une rencontre justement de cet organisme de bienfaisance-là, où il y avait des Autochtones qui avaient reçu des bourses. Là, on prévoit 50 millions pour Inspire, mais il y a des conditions. Donc, si on vous donne 50 millions sur 5 ans, mais à condition que vous en ramassiez 15 là-dessus. Non, c'est 40 millions. Donc, que vous ramassiez 15 là-dessus. Ouais. Donc, il y a des conditions. C'est pas de l'argent qui existe vraiment. C'est ça, justement, il y a des conditions. Donc, je suis en train d'essayer de faire, justement, c'est très, très long, c'est 322 pages, ce budget-là, avec beaucoup de choses à lire entre les lignes. Beaucoup de chiffres donc, aussi, qui des fois veulent pas toujours dire on les utilise, ces chiffres-là, des fois. Non. Madame Gill, en terminant, là, il y a des changements au Bloc québécois, une nouvelle chef depuis dimanche dernier. Elle vous a nommé whip du Bloc québécois au Parlement d'Ottawa. Qu'est-ce que ça mange au printemps, ça, une whip? Dites-moi donc. C'est quoi comme responsabilité? Je vous félicite d'être whip, mais qu'est-ce que t'as fait, une whip? C'est vrai qu'on n'entend pas toujours, c'est vraiment un mot dans le domaine politique, mais whip, en fait, ça vient de l'anglais, ça veut dire fouet. C'est le fouet. Donc, le whip, c'est la personne qui est chargée de la discipline. Ah, vous allez fouetter les 9 autres députés du Bloc, là, avec une chef à distance, ça va être important.
Oui, oui, tout à fait. Mais on a un chef parlementaire quand même sur place, un leader. On n'a pas une très grande formation pour le moment. Il y a 10 députés, mais quand même, il y a tout le personnel aussi qui nous entoure. Mais c'est intéressant pour moi, c'est un défi, c'est un honneur d'abord d'être whip. C'est une fonction quand même, c'est un titre honorifique au sein de la Chambre. C'est très respecté par les parlementaires, même de l'opposition, même du gouvernement en place. Donc c'est d'autres responsabilités, mais je suis prête évidemment à relever le défi avec grand plaisir. C'est un poste qui m'intéressait aussi. Puis nous, ce midi, on a profité d'un privilège de la WIP. On a pu quitter la Chambre pour un vote, pour venir nous parler à la radio en direct. Oui. Un gros merci, Marilyn Gill. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Côte-Nord. Attitude. Keith Urban, la tournée mondiale Ripcord. Le dimanche 13 août au Centre Vidéotron. Keith Urban, avec invité spécial James Barker Band. Billets en vente ce samedi à 10h sur gestev.com et ticketmaster.ca. Keith Urban, la tournée mondiale Ripcord. Double promotion chez Olivier Chrysler. Le programme Ambassadeur vient s'ajouter à l'événement Un zéro qui vaut gros pour vous faire profiter du meilleur prix possible. Obtenez le Ram 1500 à partir de 0% jusqu'à 60 mois à l'achat, en plus d'un rabais pouvant aller jusqu'à 9250 $. Et grâce au programme Ambassadeur, vous paierez le Ram au prix que nos employés le paient. Faites vite, l'offre est valide jusqu'au 31 mars seulement. Détails en concession. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on parle de sport pour conclure Côte-Nord Attitude. Certain qu'il oui. Donc, on va parler de sport étudiant. Hein? Dans ton temps, dans ton jeune âge, quand tu étais au secondaire, le badminton, le volleyball, c'était tes sports à toi. Oui, c'était deux sports très populaires sur la Côte-Nord aussi. Hein? Ça fait des années que c'est populaire, le volley. C'est des sports populaires, chez les Allochtones, mais c'est aussi des sports très populaires chez les Autochtones. Et ça, faut le souligner et faut en parler. Et c'est pour ça qu'en ce midi, on reçoit Yannick Bouchard, qui est enseignant en éducation physique du côté de l'école Manicanétiche. Bonjour. Bonjour. Donc Yannick, le volleyball et le badminton, on se trompe pas. Hein? C'est vraiment les sports de prédilection des jeunes. Le hockey aussi, on pourrait dire. Hein? Chez les Inuits, c'est encore très populaire aussi, notre sport national. Ouais, c'est les sports qu'on développe. On a aussi le badminton au niveau scolaire qui est très fort. Le cross-country qu'on tend à développer. On a remarqué aussi là que le basket devenait de plus en plus populaire. On a eu une année d'expérience avec Robert Bursey il y a 2 ans, qui a eu beaucoup de succès. Mais là, c'est au point mort pour l'instant. Ben, il y a des vagues, là. Il y a des, même ici, là, quand on parle à Cindy Honzel, qui est responsable là, du RSEQ, elle nous le disait, là, le basketball connaît des hausses, des baisses. Ça, c'est normal. En termes de performance, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait des très bons athlètes, mais il y en avait quelques-uns par discipline. Les techniques se sont développées, le sport qu'on dirait peut-être un peu plus élite s'est développé chez les Inuits? Oui, c'est sûr que c'est plus facile à développer dans les sports individuels parce que ça nécessite moins d'athlètes. Mais au niveau des sports collectifs, là, on tend à l'améliorer tranquillement pas vite. On travaille beaucoup justement l'éthique de travail, le respect des engagements puis les habitudes de vie. Puis par ces objectifs-là, on va réussir à développer le sport d'excellence. On a vu des beaux exemples là, dernièrement aux Jeux du Québec, 2 jeunes Inuits qui ont remporté des médailles. Ça donne un beau... Tu sais, quand les jeunes, un peu plus jeunes, là, peut-être au primaire, fin du primaire, début secondaire, voient que c'est possible de performer, on prévoit là, peut-être un engouement plus grand pour certains sports? On espère, c'est sûr que ces jeunes-là, ils agissent à titre de modèle, mais tout part, c'est sûr, des intervenants. Okay. Les sports qu'on a développés dans la communauté, c'est parti des intervenants avec Dave Vollant, Alex Couture en badminton. On parle de Danny Gauvin, Jocelyn Fontaine en hockey. Sinon, nous, Marianne Michel, Pélasse Jourdain, Hugo Saint-Pierre en volleyball. Ça part toujours des intervenants. Il y a Roger Vachon qui fait beaucoup de conditionnement physique. Donc, ça part des intervenants. Puis comme ça, on réussit à bâtir des belles activités pour nos jeunes. Ça fait quelques années que tu enseignes, t'es prof d'édu à l'école Manicanétiche. Les Inuits sont de plus en plus présents dans le réseau du sport étudiant. Hein? Quand même, avant ça, on les voyait pas autant là dans la structure du RSEQ. Ouais, on a mis beaucoup plus de temps puis d'énergie justement à développer les sports parascolaires. C'est des réseaux qui
qui sont déjà établis depuis plusieurs années. Fait que c'est facile là, de les intégrer puis de développer le sport et les habitudes de vie par ces réseaux-là. Toi, t'as fait comme Tommy, là, ton secondaire à Jean-du-Nord, Manicouté, t'es un sportif dans le groupe d'Horizon Sportif, tout ça. Oh. Est-ce que t'as l'impression que les Inuits, comme les Québécois, finalement, sont autant attirés par les sports en général ou s'il faut les convaincre, là, dans tes classes d'édu, là, il y a toujours un certain nombre que c'est pas des sportifs, quand même, là? Le taux est plus grand, en tout cas, au niveau des habiletés, chez les Inuits, ils sont généralement beaucoup plus habiles. Puis c'est ça, le sport, c'est très populaire. C'est sûr qu'ils sont très traditionnels. C'est des bons sportifs, les Inuits, en général. Ils sont très traditionnels, par exemple, par rapport à leur sport. Badminton, hockey, baseball, c'est dans ces eaux-là. Là. Il y a une question intergénération aussi. Hein. Dans le cas du volley, il y a beaucoup de parents qui ont joué au volley, ça fait qu'ils sont là pour soutenir les jeunes aussi. C'est souvent ça qui arrive. Oui. On parle de différents sports. Moi, la question que je me posais, autant chez les Autochtones que chez les Blancs, on se pose tout le temps la question, comment embarquer les garçons dans les écoles? Tu parlais de hockey tout à l'heure, on parle de football ici dans les écoles secondaires. Est-ce qu'on essaie de développer des sports ou des activités physiques vraiment pour intéresser les garçons puis pour les encourager à dire, si vous voulez pratiquer votre sport, faut que vous veniez à l'école puis faut que vous ayez des bonnes notes? C'est le concept, c'est sûr, des activités parascolaires. Un jeune qui se présente pas à l'école a pas nécessairement le droit de participer aux activités parascolaires. Donc, ça sert de motivation. Ça, c'est sûr. Le hockey pour les garçons reste le sport de prédilection? Oui, énormément. Puis en plus, il commence dès le jeune âge. Ouais, donc, c'est ça. C'est très développé. Et le hockey, est-ce qu'il rentre à travers le sport étudiant, donc à travers le RSEQ? Oui, depuis 2 ans, le RSEQ développe un projet pilote là, de hockey scolaire. Donc là, il y a déjà quelques écoles là, qui participent à ça là, avec l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, Jean-du-Nord, puis Manicanétiche, puis il y a Havre-Saint-Pierre qui s'est rajouté cette année là, dans la ligue. Est-ce que de développer ça, on parle de l'appartenance, les fameux jeux interbandes, ça aide aussi à développer des athlètes qui vont performer à un plus haut niveau? On a vu là peut-être Adam Jourdain au hockey qui a très bien performé. On a des athlètes autochtones là, qui commencent à performer à des niveaux plus de performance. Est-ce qu'on regarde de solidifier plus le côté scolaire et de garder nos jeunes à l'école avec le sport, ou il y en a là qu'on se dit on veut essayer de développer des athlètes de pointe? En fait, on veut offrir le plus de services possible, donc tant au niveau scolaire qu'au niveau civil, on essaie d'offrir le plus d'activités possibles, justement pour tranquillement, pas vite, améliorer les habitudes de vie puis les habitudes de travail. Est-ce qu'on prévoit organiser ou accueillir des championnats, soit régionaux, des compétitions sur le territoire des communautés autochtones? On en parle déjà depuis 2-3 ans, mais là, présentement, on se concentre beaucoup plus à développer nos jeunes puis notre clientèle. Une chose à la fois. Oui, mais c'est sûr que ce serait des projets intéressants. Ça serait le fun. Il y a des bonnes infrastructures quand même. Hein? L'école secondaire, on a amélioré l'espace, le gymnase, tout ça. Il y a des projets aussi de piscine. J'ai déjà entendu parler de ça avec le chef. Là, on a quand même des bons équipements pour faire bouger les jeunes dans les écoles autochtones. Hein? Oui, quand même. À Manicanétiche, on a aussi une salle d'entraînement. Sinon, on a un beau grand gymnase à Malio, à l'école primaire de Chichechnou. Il rentre 2 terrains de volleyball. Sinon, le gymnase de Johnny Pillow, là, il est vraiment beau. Il est neuf aussi. Mais c'est ça, il y a aussi des projets qui flottent dans l'air, mais ça, c'est pas mon dossier. Ouais. on posera les questions aux gens concernés. Comment ça s'appelle, Tommy, l'équipe? Les équipes scolaires comme à Jean-du-Nord, Manic, c'est les Huskies du côté de Manicanétiche? Hey, je pourrais pas dire, dans le temps, c'était le Smash là pour l'équipe de badminton, mais ça a dû changer depuis, là. Au niveau scolaire, en fait, depuis 3 ans, on a instauré le Latnougan de Manicanétiche qui signifie les légendes. Les légendes. Ah, c'est beau, ça. C'est le fun, puis ça va chercher aussi dans la culture et dans l'historique. Yannick Bouchard, merci beaucoup. Continue ton bon travail avec les jeunes, puis on va espérer voir de plus en plus de jeunes, pas nécessairement remporter des médailles, mais se démarquer et que le sport aide à développer la communauté au grand complet. Yannick Bouchard, merci beaucoup. Merci à vous. Et Tommy Auger, un gros merci pour cette semaine spéciale. Merci encore pour ta collaboration en direct du Centre des Congrès lundi. On a eu droit à des extraits en direct là avec le Monsieur Champion. C'était quand même un événement important, c'est apprécié. Regardez à mon émission Connecté sur Sept-Îles et Port-Cartier, là, j'ai vraiment un dossier là avec les 2 événements, avec des images, des entrevues. Et là, les gens peuvent pas me voir, mais j'étais habillé tout chic ce midi. C'est pas pour toi nécessairement, Jean, mais j'arrivais d'enregistrer ma dernière émission de Monsieur le maire vous répond. On parlait entre autres là, des fameuses stations
stationnement avec la création de la nouvelle urgence. J'ai sorti des très bonnes clips avec Régent Paulier, donc écoutez ça dans les prochains jours. Ça va sortir sur les ondes de Cogeco TV 555 en HD. Et sur nos ondes à Côte-Nord Attitude, cette semaine, en début de semaine, on a eu cette chicane entre le maire Régent Paulier là, et les porte-paroles du collectif Sept-Îles Agir pour l'avenir. Et ce sera disponible sans doute dès demain matin sur le site, via le site Facebook de Pure FM 94. Vous aurez des liens vers les entrevues qu'on a réalisées cette semaine avec Paul Lavoie de la Chambre de commerce, Nicolas Lapierre du syndicat des métallos pour le collectif et Régent Paulier, le maire de Sept-Îles, qui n'a pas apprécié de ne pas avoir été invité à participer à ce collectif sur l'avenir de sa ville. Au revoir tout le monde, bonne fin de semaine.